comment faire pour prendre la trajectoire du bonheur et pas celle de l'effondrement? Ouais, question pas facile, et qui divise. Mais c'est un excellent exercice de planification sur le long terme. Et il va falloir s'entraîner dès maintenant à le faire, car quand on remettra en place une banque nationale, et c'est notre plan, c'est le peuple qui va devoir reprendre les rênes de l'économie. Faudra être prêt, les amis. Oui, vous là. Oui, vous. Ah, moi? Ah non, moi je sais pas faire. Je laisse faire les experts. Et le bonheur, c'est pas une chose à confier aux experts. Hein. Alors faites-vous un peu confiance de temps en temps. Vous allez y arriver. Imaginez que vous êtes à la tête du Haut Commissariat au Plan, épaulé par la Banque de France, renationalisée, et que vous devez décider des investissements stratégiques des 30 prochaines années. Bon, vous avez entre vos mains le sort de plus de 65 millions d'êtres humains, bientôt 90 millions si tout va bien. Mais vous êtes serein, parce que vous avez regardé toutes mes vidéos pendant le confinement, et que vous commencez à saisir les exigences de l'économie physique. Vous savez que la première réalité, c'est que nous vivons dans un monde physique avec des contraintes. Et que pour atteindre le bonheur, nous devons transformer ces contraintes en atouts. Nous devons découvrir les lois de l'univers pour les utiliser à notre avantage. Mais partout où nous voulons progresser, l'univers résiste à la transformation. Et si nous ne voulons pas le transformer, ou qu'on le transforme n'importe comment, sans faire gaffe, il peut tout autant nous écraser. Oh, fais gaffe, hein! J'ai encore des criquets, des virus, des tremblements de terre et des inondations en stock. Alors tiens-toi droit. J'ai expliqué dans l'épisode 6 comment notre espèce avait surmonté les épreuves et transformé les contraintes en atouts par son inventivité et sa créativité. Eh bien, ce sont les mêmes ingrédients qui vont déterminer si nos 30 prochaines années seront glorieuses ou bien très douloureuses. Oh. Dans l'acte 1, on a vu ce qui a permis d'avoir des 30 glorieuses au milieu du siècle dernier. On a cherché, dans les travaux de Jean Fourastier, un critère scientifique, rigoureux, pour expliquer le progrès phénoménal de notre société. C'est important d'avoir des critères de jugement valides, hein. Sinon tout est imaginable et on finit vite dans un romantisme stérile. On a trouvé que le critère du progrès, c'était l'augmentation de la productivité physique du travail humain. Alors, est-ce que ce critère s'appliquerait aussi pour nos prochaines 30 glorieuses? C'est ce que je vais essayer de démontrer, en prenant bien soin de redéfinir au passage le terme de productivité, pour qu'il intègre les retours d'expérience des dernières décennies. Parce que le mot a été clairement dévoyé par les économistes, par les politiques, par les industriels, par les financiers cyniques de tous bords, et qu'il est utilisé aujourd'hui comme synonyme de pression des salariés, pressurisation de la nature et pressurisation des budgets. Il n'y a plus beaucoup de science derrière ce mot, quoi, et encore moins de morale. Donc à minima, il faut redéfinir la productivité physique comme étant l'efficacité d'une action au service de l'homme et de la nature, et pas au service du financier. Gros défi. Même pour l'univers. Gros défi. Ensuite, il va falloir se fixer des objectifs, des choix de vie pour les 30 prochaines années. Alors, j'aimerais le nouveau casque de réalité virtuelle, une voiture volante à réaction, les séries Netflix en intraneuronal. En fait, je pensais plutôt à des exigences de progrès social qui profiteraient à tout le monde, tu vois. Ah, d'accord. Alors, un séjour par mois sur la Lune pour se relaxer. La téléportation quantique pour aller à Acapulco. Ok. Bon, j'ai sélectionné 5 objectifs qui me paraissent prioritaires et relativement consensuels. Bon, vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Premier objectif, l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé. J'insiste sur en bonne santé, sinon c'est pas la peine. Pourquoi cet objectif? Bien, parce que personnellement, j'ai envie de voir les gens que j'aime vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Ça participe à mon bonheur. Et je pense que c'est vrai pour à peu près tout le monde, non? Ma belle-mère, des fois... Deuxième objectif, diminuer le temps de travail contraint pendant sa vie. J'insiste encore sur travail contraint, celui qu'on est obligé de faire pour gagner sa croûte. Mais ça n'inclut pas le travail qu'on fait en plus à côté pour des choses qu'on a vraiment choisies.
Si on aime son travail contraint, là, c'est jackpot. Diminuer le temps de travail contraint permettra de redispatcher les travailleurs vers de nouveaux métiers qu'on n'avait pas le temps de faire avant et qui participeront au progrès général. Troisième objectif, qui est un corollaire, augmenter pour chacun le temps libre disponible pour se consacrer à des activités plus enrichissantes humainement. La vie de famille, la culture, l'éducation tout au long de la vie, etc. J'avoue, pour le moment, passer 2 heures dans les transports chaque jour, c'est pas bon pour ma vie de famille. Ouais. Quatrième objectif, accroître la capacité de peuplement potentiel. J'insiste sur potentiel. Ça ne veut pas dire qu'on obligera tout le monde à avoir plein de gamins, mais qu'on créera les conditions pour que si on choisit d'en avoir plus, eh bien ce soit possible. Bon, si je travaille moins et que j'ai plus de temps libre, il va falloir que je m'occupe avec des gosses. Bon, de toute façon, l'augmentation de l'espérance de vie va mécaniquement augmenter la population. Donc, il faudra se préparer. Cinquième et dernier objectif, rendre tout cela soutenable sur le long terme en créant de nouvelles ressources basées sur des découvertes scientifiques et technologiques. Créer des ressources ? Il faudra m'expliquer là. Ah, t'inquiète, c'est pas compliqué. J'ai laissé des indices partout, tu vas voir. Il n'y a qu'à chercher pour les trouver. Bon, je sais, sur le papier, ça a l'air simple et je prétends pas donner une recette miracle du bonheur. Seulement des objectifs généraux, cohérents entre eux et qui sont, il me semble, partagés par une grande majorité. Alors concrètement, si on parle avec des chiffres, ça donnerait quoi pour la France par exemple ? Ça donnerait qu'il faudrait multiplier la productivité physique du travail par un facteur 5 à 10 pour que le nombre d'heures de travail durant toute une vie diminue de 80 000 heures actuellement à environ 60 000 heures, voire 40 000 heures comme l'envisageait Fourastier. Ceci correspondrait à une semaine de travail de 30 heures avec 6 semaines de congés payés et une retraite à 60 ans à taux plein. L'espérance de vie devrait passer de 82 ans en moyenne actuellement à 90-95 ans, et le nombre d'habitants pourrait allègrement monter à 90, voire 100 millions. C'est choquant, quand on met les chiffres sur la table comme ça. Ouais, attends, faut que je digère là, c'est un peu ambitieux quand même. Le problème, c'est qu'on est tellement habitué à voir notre niveau de vie actuel comme le sommet du progrès qu'on n'envisage pas que ça puisse être encore mieux. Mais le pire, c'est le pessimisme qui est induit chaque jour pour nous faire croire qu'améliorer notre existence serait nécessairement synonyme de destruction de la planète, des hommes, des animaux, que les ressources seraient limitées. Attends, moi je suis plutôt d'accord avec ça là, on peut pas continuer à croître sans bousiller la planète là. Et on va en parler, calme-toi. Ouais Effectivement, le but de cette vidéo, c'est de répondre à toutes les objections qui pourraient être faites aux 5 objectifs que je viens de définir. C'est de donner un cadre pour pouvoir discuter rationnellement des options que l'on a pour définir notre futur. On ne sera pas d'accord sur tout, mais au moins on saura précisément sur quoi portent les désaccords. Ce qui est déjà un premier pas. Allez, je récapitule les objectifs. Allonger l'espérance de vie en bonne santé, diminuer les heures de travail contraints, accroître le temps libre pour de nouvelles activités enrichissantes humainement, accroître la capacité de peuplement potentiel et rendre tout cela soutenable en créant de nouvelles ressources. La réussite de cette mutation, nous l'avons dit, dépend essentiellement de l'accroissement de la productivité physique du travail. Sans cet accroissement, il est impossible d'atteindre ces objectifs. Eh oui, je dis bien impossible. Alors je sais, c'est un peu polémique, mais je pense que la suite vous montrera que ce n'est pas arbitraire. D'ailleurs, on va commencer tout de suite par aborder le sujet de la productivité. Comme ça c'est fait. On confond souvent la productivité avec le productivisme. On pense immédiatement à des grosses machines qui s'emballent, que personne ne peut arrêter et qui nous broient sous l'avalanche de leur production. En fait, le productivisme, c'est la maladie que la productivité subit quand elle a attrapé le virus financier. Et oui, la demande de rendement financier exorbitant retourne la capacité bienfaitrice de la productivité contre elle-même pour détruire l'organisme au lieu de l'améliorer. Pour mieux comprendre cette différence, je vais revenir un peu dans le passé et montrer comment Jean Fourastier voyait la chose. Regardons d'abord ces tableaux issus de son livre intitulé fort à propos, La productivité. On y voit les données sur la production de certains matériaux, la fonte, l'acier, les briques, le verre, le coton, et notamment le nombre d'heures de travail nécessaires à un ouvrier pour en produire une certaine quantité, comparé entre l'année 1865 et la période
1950. Pour produire une tonne de fonte ou d'acier, il fallait 27 minutes de travail à un ouvrier en 1865, et plus que 19 minutes en 1938. Pour filer 1 kg de coton, il fallait 4 heures en 1865 contre seulement 23 minutes en 1950. Pour une tonne de ciment, c'était 36 heures en 1865 contre 3 heures et demie en 1949. Pour une brique, il fallait 3 minutes et demie de travail en 1865 contre 40 secondes en 1949. Bon, ça vous donne une bonne idée de comment on a su surpasser les contraintes physiques de la production pour la rendre plus facile. C'est une première approximation de la notion de productivité. Produire un volume ou une masse de produits avec moins d'heures de travail. Mais on pourrait rajouter, avec moins de matières premières initiales, moins d'énergie en entrée, donc moins de gâchis de ressources, et de meilleure qualité, donc plus durable. On l'a vu dans l'acte 1, ce miracle n'a été rendu possible que par le développement massif des machines, mais surtout de l'intelligence des hommes qui les ont conçues. Car ce qui fait la productivité finalement, c'est l'intelligence de la construction, du dessin, du principe d'action de la machine, imaginé par un esprit humain. Ça c'est le travail humain, ce que j'appelle le travail humain, le vrai travail humain. Ah, c'est pas ça le travail humain ? Ah non, c'est pas ça, non. Donc si on cherche un effet sur la productivité au moins aussi important que celui des 30 Glorieuses, on va devoir miser sur une réindustrialisation massive de notre pays, portée par le développement des machines-outils, de la robotique et de l'intelligence artificielle. Si on veut travailler beaucoup moins et vivre beaucoup mieux dans 30 ans, les machines devront faire au décuple ce qu'elles font aujourd'hui pour nous. Ce qui veut dire un énorme travail de conception par l'intelligence humaine. Et c'est là que sera le cœur de la transformation économique de notre société. Une transformation physique et intellectuelle. Mais il y aura beaucoup de problèmes à résoudre en chemin. Un tas. Par exemple, prenons les machines-outils, c'est-à-dire les machines qui taillent et sculptent la matière, qui fabriquent les pièces des machines dont nos industries ont besoin. On n'a plus beaucoup de constructeurs en France. Seulement 70, selon le syndicat des machines de production, contre 140 en 1975. Ces 70 constructeurs produisent pour environ 740 millions d'euros de machines-outils par an, dont la moitié est exportée. A contrario, 85% des machines-outils achetées en France sont importées, principalement d'Allemagne, du Japon et d'Italie. En comparaison, l'Allemagne produit pour 14 milliards d'euros de machines-outils, l'Italie pour 6 milliards d'euros. Donc on est très loin derrière. En clair, on est totalement dépendant des autres pays pour se procurer les machines qui nous permettent de fabriquer toutes nos machines industrielles. Alors, pourquoi le secteur des machines-outils, c'est si important ? Parce que c'est là que se situe l'étincelle du génie mécanique d'une nation. Là où les travailleurs sont les plus inventifs. Là où s'améliore le plus la productivité physique du travail. Il nous faut absolument maîtriser cet aspect de la production pour pouvoir soutenir la créativité industrielle du pays sur le long terme. Question bête, mais on pourrait pas juste importer les machines? C'est peut-être plus simple. Et non, parce que produire chez soi ou importer, ça n'a rien à voir. Et j'ai expliqué la différence dans l'épisode 5 de la série, en m'appuyant sur les tests de Friedrich List, et je vous conseille de le regarder. En fait, la vraie polémique, c'est que plusieurs gouvernements ont déjà tenté de faire renaître le secteur, notamment avec le plan machine-outils des années 80. Mais ça a échoué. D'une part, parce qu'on n'a pas vraiment cru à la révolution des commandes numériques. D'autre part, parce que le libre-échange empêchait de protéger les industries naissantes. Donc, puisqu'on était moins compétitif que les autres au départ, on n'a pas pu compenser les distorsions du marché. En clair, on s'est fait bouffer. Il faudrait donc changer ces deux facteurs pour relancer le secteur. Prendre plus au sérieux le rôle fondateur des machines-outils dans l'industrie et permettre une protection raisonnable des jeunes pousses pour pallier au manque de compétitivité initiale. Là où nous pourrions faire la différence, c'est sur l'impression 3D, ou pour être précis, la fabrication additive métallique. Même si l'on ne va pas remplacer l'ensemble des machines-outils par cette technique, pour des applications ciblées, elle est redoutable. Certaines pièces métalliques ne pourront pas s'en passer. Nous avons des entreprises en pointe dans ce domaine. Il faut les soutenir, sinon on va rater le coche. Aussi, l'utilisation plus systématique des lasers dans la production sera une révolution sans commune mesure.
C'est un exemple très parlant de la notion de densité d'action dont je vous parlais dans l'épisode 3. Avec relativement peu d'énergie, on arrive à avoir une transformation de la matière précise et efficace. Malheureusement, beaucoup d'applications sont aujourd'hui retardées par manque d'investissement. Donc il faudra absolument combler ce manque, car la France a des pépites à faire valoir. Le deuxième levier de productivité sera d'équiper les usines avec beaucoup plus de robots qu'aujourd'hui. Pour le moment, le stock de robots industriels pour 10 000 emplois est seulement de 124 en France, contre 253 en Allemagne et 162 en Italie. Ce qui donne un stock absolu d'environ 35 000 robots en France, contre respectivement 170 000 en Allemagne et 60 000 en Italie. Nous avons de très bonnes startups dans la robotique. Les nouvelles générations de robots, plus habiles, plus intelligents, sont voués à remplacer de plus en plus d'emplois répétitifs et physiquement usants. C'est une bonne nouvelle, car ils vont pas seulement remplacer, mais aussi augmenter les performances avec ce qu'on appelle les cobots, les robots coopératifs, qui assistent le travailleur dans ses tâches de production. On peut aussi penser aux exosquelettes pour aider les ouvriers sur les chantiers ou pour aider les manutentionnaires. Alors enfin, si on ajoute à cela l'intelligence artificielle, on est devant la perspective d'une automatisation massive, non seulement des gestes techniques les plus fins, mais surtout des processus de pensée eux-mêmes. Là, en termes de productivité physique du travail, c'est ce qu'on recherche pour nos prochaines 30 glorieuses. On ne pourra pas atteindre nos objectifs avec moins que ça. Wow, c'est ça ton idée d'avenir alors? Des robots boostés à l'IA qui vont nous remplacer? On s'écarte un peu du bonheur là, non? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur a priori de ce développement. Selon toute vraisemblance, la perte réelle d'emploi ne devrait pas dépasser 20% d'ici 2050. On est loin des fantasmes véhiculés par la presse et la Silicon Valley. En termes d'intelligence artificielle pure, les professions les plus touchées seront celles qui manipulent de l'information. Les avocats, les journalistes, les traders, les banquiers, les assureurs, les secrétaires, les employés de centres d'appel et les comptables. Certains métiers manuels aussi, mais pas tous. Les manutentionnaires, les chauffeurs routiers et les caissières de supermarchés. Mais, selon des études récentes, l'automatisation des tâches intellectuelles ne devrait concerner que 35% du temps de travail de ces professions. Alors qu'au contraire, pour 50% du temps de travail, l'intelligence artificielle aura un rôle d'augmentation des performances. Ce qui permettrait de refocaliser les travailleurs sur des tâches plus intéressantes. Par exemple, les banquiers pourraient se recentrer sur le conseil des clients, les journalistes feraient plus d'investigation et les caissières deviendraient assistantes de clientèle. Les travailleurs humains auraient aussi de plus en plus un rôle de supervision et d'anticipation de la production, ce qui est le plus adapté à nos capacités mentales en fait. Donc la perspective n'est pas forcément noire. Sans compter qu'il va falloir fabriquer, programmer, entretenir tous ces nouveaux systèmes, donc de nouveaux emplois vont émerger. Il faudra par contre une formation professionnelle bien plus sérieuse qu'aujourd'hui pour réorienter en permanence les travailleurs. En tout cas, si l'on cherche une hausse spectaculaire de la productivité physique du travail, c'est là qu'on va la trouver. Bon ok, admettons. Mais comment on s'assure que ça se fasse au bénéfice des travailleurs? Ça c'est une question très importante, parce que ça ne se fera pas automatiquement. Il va falloir se battre pour que cette productivité profite aux travailleurs. Parce que ça doit déboucher sur une baisse drastique du temps de travail, une revalorisation des salaires et un respect accru du travailleur en tant qu'humain. Ce qui n'est évidemment pas la tendance naturelle du système financier actuel et des géants du web qui investissent là-dedans. Mais si on contrôle bien la finance, et les GAFAM, et les Natu, et les BATX, on peut arriver à nos 60 000 heures de travail pour toute une vie. Alors moi je dis il y a du boulot, mais ça se tente. J'aime bien ce genre de défi. Je sais pas si t'es partant. Bof. Allez. Bon, allez, d'accord. Allez, c'est parti. Allez. Bon, on n'y est pas encore, parce que toute cette productivité, va bien falloir qu'elle repose sur des ressources. De l'énergie, des matières premières, des connaissances. Alors, où on va trouver tout ça? Eh bien, je vous réponds dans le prochain épisode. En attendant la suite, n'hésitez pas à soutenir cette production vidéo en faisant un don à Solidarité et Progrès. Vous avez de la chance, comme je suis bien fait, c'est déductible d'impôts. Et c'est des bons gars, SCP. Si vous les aidez, je vous renverrai l'ascenseur. Putain, c'est dégueulasse!